Je suis Catherine Ney, et pendant plus de 50 ans, j'ai gardé le silence sur ce que je savais de Jean-Philippe Smet, celui que le monde appelait Johnny Hallyday. Ce silence n'était pas de la lâcheté, il était de l'amour, un amour immense, dévorant, secret, que nous avions choisi d'enterrer vivant tous les deux pour protéger ce qui restait de nos vies. Aujourd'hui, à 82 ans, je sens que le temps presse et que la vérité, même tardive, a encore un sens. Je vais donc parler, non pour régler des comptes, mais pour rendre à cet homme ce que le bruit du monde lui a volé, sa vérité profonde, ses blessures jamais cicatrisées, ses regrets qu'il emportait chaque soir sur scène, comme on porte une croix trop lourde. Quand il parlait de Johnny Hallyday, il ne parlait jamais de la star. Il disait le gamin, ou parfois le petit, même quand il avait 70 ans. Il disait que Johnny Hallyday était une invention magnifique et tragique, un costume trop grand taillé pour un enfant abandonné qui n'avait jamais su grandir. Il me confiait dans la pénombre de l'appartement de la rue de Courcelles ou dans la maison de Marne-la-Coquette, avant que Laetitia n'y règne, que la plus grande souffrance de sa vie n'était pas la drogue, ni l'alcool, ni les dettes, ni même les tentatives de suicide. La plus grande souffrance était de ne pas avoir été aimé pour lui-même, mais pour le masque qu'il portait. Il pleurait parfois en disant qu'il avait passé sa vie à hurler « que je t'aime » sur toutes les scènes du monde, alors qu'il n'avait jamais été sûr qu'on l'aimât vraiment. Lui, Jean-Philippe, le garçon de la rue de la Tour des Dames, qui avait dormi dans les couloirs du métro à 14 ans. Il m'a raconté des choses que personne n'a jamais su. Il m'a parlé de cette nuit de 1966 où, après un concert à l'Olympia, il était rentré seul à l'hôtel, avait pris tous les cachets qu'il avait trouvés et s'était allongé en attendant la mort. Ce n'était pas la première fois, mais c'était la fois où il avait vraiment voulu partir. Il disait qu'il avait pensé à sa mère, qui ne l'avait jamais pris dans ses bras, à son père, qu'il avait abandonné avant même qu'il sache marcher, à Sylvie qui venait de le quitter, et il avait murmuré « Personne ne m'aime vraiment ». Il avait été sauvé par miracle, mais il portait cette phrase, puis comme une balle, qu'on n'arrive pas à extraire. Chaque fois qu'il remontait sur scène, il cherchait dans les yeux du public cette preuve d'amour qu'il n'avait jamais eue dans l'enfance. Et plus le public hurlait, plus il se sentait vide, parce qu'il savait que c'était Johnny qu'on acclamait, pas lui. Il regrettait profondément certaines paroles qu'il avait eues, surtout envers ceux qu'il avait vraiment aimés. Il m'a avoué avoir été odieux avec Nathalie Baye, l'avoir traité de tous les noms parce qu'elle voulait le protéger de lui-même. Il disait qu'il avait eu honte toute sa vie d'avoir crié à Adeline, sa première grande amour, qu'elle n'était qu'une petite bourgeoise, alors qu'elle avait tout quitté pour lui. Il pleurait en se souvenant d'avoir dit à Estelle, sa fille cachée, qu'il ne voulait pas d'elle quand elle avait 17 ans et qu'elle était venue frapper à sa porte. Il disait que ces mots-là lui brûlaient la gorge encore, des décennies plus tard, et qu'il aurait donné toutes les tournées du monde pour pouvoir les effacer. À propos de Laetitia, il a commencé par être émerveillé. Il me l'a présentée en 1995 dans un restaurant de Miami, et il avait les yeux d'un adolescent. Il disait qu'elle était la première femme qui le regardait comme un homme, pas comme une icône, et qu'elle avait su le rendre heureux comme personne. Mais très vite, les fissures sont apparues. Il me disait qu'il se sentait de plus en plus seul, que Laetitia gérait tout, ses médecins, ses amis, son argent, sa vie, et qu'il avait parfois l'impression d'être devenu un enfant dans sa propre maison.
Il pleurait en disant qu'il n'avait plus le droit de voir ses anciens amis, que même ses chiens étaient choisis par elle, que ses filles aînées étaient tenues à distance. Il murmurait « Je suis prisonnier de mon propre mythe, et maintenant de ma propre femme. » Il n'osait pas partir parce qu'il avait peur de tout perdre une fois de plus, et surtout parce qu'il l'aimait encore, d'un amour mêlé de gratitude et de résignation. Le plus grand chagrin de sa vie, il me l'a confié une nuit d'octobre 2015, alors qu'il savait déjà que le cancer était là. Il m'a dit que son plus grand regret était de n'avoir jamais pu être père, comme il l'aurait voulu. Il pleurait en disant que David et Laura étaient ce qu'il avait de plus beau, mais qu'il n'avait pas su être là pour eux, qu'il avait laissé Sylvie et Nathalie les élever seuls pendant qu'il courait les routes. Et surtout, il pleurait pour Jade et Joy, en disant qu'il les avait adoptés pour combler le vide de Laetitia, pas le sien, et qu'il se sentait coupable de leur avoir imposé un père déjà vieux et malade. Il disait « Je vais partir en leur laissant un fantôme, pas un père. » Cette phrase-là, il l'a répétée des dizaines de fois dans les derniers mois. Le secret qu'il a gardé jusqu'au bout, celui dont il m'a fait jurer de ne jamais parler tant qu'il serait en vie, concernait sa vraie paternité. Il m'a avoué, en 2009, qu'il avait eu un fils avec une danseuse allemande en 1962, un enfant qu'il n'avait jamais reconnu, qu'il avait payé pour qu'il reste loin, et qui était mort d'overdose à 34 ans sans qu'il ait jamais osé aller à l'enterrement. Il disait que ce garçon s'appelait Michael et qu'il lui ressemblait trait pour trait sur les photos. Il gardait une photo de lui dans un coffre et parfois il la regardait en pleurant pendant des heures. Il disait que c'était sa punition, que Dieu ou le destin l'avait frappé là où ça faisait le plus mal, en lui enlevant l'enfant qu'il avait abandonné comme son propre père l'avait abandonné. Dans les dernières années, il avait cessé de se battre contre ses démons. Il buvait encore, fumait encore, prenait encore des cachets pour dormir, pour tenir, pour oublier. Il me disait que ses mauvaises habitudes étaient nos seuls amis qui ne l'avaient jamais trahi. Il riait amèrement en disant qu'il avait commencé à fumer à 12 ans pour impressionner les grands, et qu'à 70 ans, il fumait encore pour ne pas hurler moins fort dans sa tête. Il savait que c'était en train de le tuer, mais il disait « Au moins, je choisis ma mort. Pour une fois dans ma vie, je choisis quelque chose. Mon propre chagrin, lui, est plus discret, plus ancien, plus tenace. Je l'ai aimé dès le premier regard, en 1965, lors d'une émission de télévision. J'avais 22 ans, lui 22 aussi, et il m'a regardé comme si j'étais la seule femme au monde. Nous nous sommes aimés en secret pendant presque 10 ans, entre 2 tournées, entre 2 mariages, entre 2 vies qui ne se croisaient jamais vraiment. Il m'appelait ma grande et je l'appelais mon petit. Nous nous retrouvions dans des hôtels anonymes ou dans ma petite maison de Périgueux quand il venait se cacher du monde. Il me disait que j'étais la seule qui le comprenait sans rien demander, la seule qui savait qui il était derrière le masque. Quand il a épousé Laetitia, il m'a écrit une lettre déchirante pour me dire qu'il ne pouvait plus, qu'il avait besoin de quelqu'un qui s'occupe de lui jour et nuit, et que j'avais ma carrière, ma liberté. J'ai gardé cette lettre pendant 20 ans dans un tiroir, et je la relis encore parfois. C'est à l'âge de 82 ans, en cette année 2025, que j'ai enfin décidé de rompre le silence. Je l'ai fait dans un long entretien, puis dans ce texte que vous lisez maintenant.
J'y ai parlé de tout ce qu'il m'avait confié, de ses peurs, de ses regrets, de son amour immense et destructeur pour Laetitia, de la manière dont il s'était senti progressivement dépossédé de sa propre vie. Et j'y ai aussi parlé de mon propre amour pour lui, qui ne s'est jamais éteint. Je n'ai pas peur du scandale, je n'ai plus rien à perdre. Je veux seulement que le monde sache que Johnny Hallyday n'était pas seulement une idole. Il était un homme, un vrai, avec ses failles béantes et sa capacité d'aimer démesurée. Et je veux que Laetitia sache, où qu'elle soit, que je ne lui en veux pas. Elle a été la dernière lumière de sa vie, et il l'a aimée jusqu'au bout, même si cet amour-là l'a parfois étouffé. Aujourd'hui, je n'ai plus que des souvenirs, et cette vérité enfin dite. C'est ma façon à moi de lui dire encore une fois, comme il aimait l'entendre dans l'obscurité de nos nuits clandestines, que je t'aime. À partir de 2010, les visites de Johnny chez moi devinrent plus rares, mais plus longues, plus lourdes aussi. Il arrivait sans prévenir, souvent tard dans la nuit, après avoir congédié son chauffeur, à l'entrée de ma rue. Il montait les 3 étages sans bruit, son éternel blouson de cuir sur le dos malgré le froid, les yeux rougis par la fatigue et par ce qu'il prenait pour tenir debout. Il ne disait presque rien en entrant. Il se laissait tomber dans le vieux fauteuil Voltaire, allumait une cigarette et regardait fixement le parquet comme s'il cherchait une fissure par où disparaître. C'est là qu'il m'a parlé pour la première fois, de la fin de sa carrière, comme d'une délivrance autant que de terreur. Il disait qu'il ne supportait plus les stades, le vacarme, les lumières blanches qui lui brûlaient la rétine. Il disait que chaque tournée était une transfusion de sang neuf pour le public et une saignée mortelle pour lui. Il avait commencé à oublier les paroles en plein milieu des chansons, à confondre les villes, à ne plus reconnaître certains musiciens qui jouaient avec lui depuis 30 ans. Il riait jaune en me racontant qu'un soir, à Bercy, il avait chanté « Allumer le feu » en pensant que c'était « Que je t'aime » et que le public avait hurlé quand même, parce que le public ne l'écoutait plus vraiment. Il communiait. Il avait pris une décision secrète qu'il ne révélait à personne, pas même à Laetitia. Il voulait arrêter définitivement après les vieilles canailles, ne plus jamais remonter sur scène qu'une dernière fois, seul, dans une petite salle sans artifice, juste lui et sa guitare, pour dire au revoir à Jean-Philippe avant de laisser Johnny mourir en paix. Il avait même choisi la salle, le Casino de Paris, et la date, le 5 décembre 2018, jour anniversaire de sa mort clinique de 2009. Il voulait que ce soit un concert secret, annoncé seulement quelques heures avant, pour que seuls ceux qui l'aimaient vraiment viennent. Il répétait le set dans sa tête, une 20aine de chansons, les plus douloureuses. Je la croise tous les matins, 100%, quelque chose de Tennessee, et pour finir, vivre pour le meilleur, en acoustique, sans micro, juste la voix nue. Il disait qu'il voulait que les gens entendent enfin sa voix trembler, qu'ils comprennent que derrière le lion, il y avait un vieil homme épuisé. Ce projet, il l'a gardé jusqu'au bout, et il est mort sans l'avoir réalisé. Je crois que c'est qu'il a achevé plus sûrement que le cancer. Cette ultime promesse non tenue à lui-même. Les dernières années, il parlait souvent de ses choix comme d'une longue suite d'erreurs magnifiques. Il regrettait d'avoir vendu son âme aux producteurs dès les années 70, d'avoir accepté les tournées monstres alors qu'il crevait de peur dans les avions, d'avoir laissé son corps devenir une machine à cash jusqu'à l'usure totale. Il disait qu'il aurait voulu vivre plus lentement, enregistrer moins de disques mais de meilleurs, passer plus de soirées à jouer avec David
plutôt qu'à signer des autographes, dormir dans le même lit plus de 10 nuits de suite. Il regrettait surtout d'avoir laissé Laetitia gérer sa carrière comme une entreprise, avec des conseillers fiscaux, des avocats, des contrats léonins. Il murmurait qu'il avait signé des papiers sans les lire, qu'il ne savait même plus combien il gagnait ni combien il devait, qu'il était devenu un employé de luxe de sa propre légende. Il disait « J'ai passé ma vie à courir après l'argent pour payer mes dettes, et maintenant je vais mourir en laissant des dettes et des enfants qui se déchirent pour un héritage que je n'ai jamais vraiment possédé. Les mauvaises habitudes qu'il m'a laissées dans l'esprit sont plus tenaces, presque charnelles. Quand je sens l'odeur du cuir et du tabac froid, je revois son blouson posé sur ma chaise. Quand j'entends une Harley dans la rue, mon cœur fait un bond d'idiot, comme si c'était lui qui revenait. Je ne supporte plus les concerts rock. Le son trop fort me donne envie de pleurer parce que je sais qu'il n'est plus là pour le porter. Je bois parfois du Jack Daniels seul, à petites gorgées, juste pour retrouver le goût de ses baisers quand il avait bu. Je garde une chemise à lui dans mon armoire, une chemise noire toute simple qu'il avait oubliée en 1998, et je la sors certains soirs pour la respirer, même si l'odeur est partie depuis longtemps. Ces gestes-là sont ridicules à 82 ans, mais ils sont tout ce qui me reste de vivant de lui. Il m'a contaminé avec son intensité, avec sa façon de tout vivre à 100 à l'heure, même la douleur, même la solitude. Il m'a appris à ne jamais être tiède, et je le maudis parfois pour ça, parce que la tiédeur aurait été plus douce pour vieillir. Mon propre chagrin est un animal lent et patient qui s'est installé en moi dès le premier jour et n'a plus jamais bougé. Il a pris la forme d'un vide précis, juste sous le sternum, là où il posait sa tête quand nous dormions ensemble. Ce vide se remplit parfois de colère, quand je vois Laetitia posée en couverture des magazines avec les petites, quand j'entends Laura ou David parler de leur père, avec une douleur que je trouve trop publique. Puis la colère retomit, et il ne reste que la tendresse, immense, insurmontable. Je pleure rarement, mais quand ça arrive, c'est toujours pour la même chose. L'image de lui enfant, seul dans les couloirs du métro, serrant sa guitare comme un bouclier. Je pleure parce que je n'ai pas pu le sauver de lui-même, parce que je l'ai laissé partir avec Laetitia, en me disant que c'était mieux pour lui, parce que j'ai choisi ma liberté au lieu de son salut. Ce chagrin-là n'a pas de fin. Il a seulement des paliers, des moments où il devient supportable, et d'autres où il me coupe le souffle. Il est devenu ma respiration même, le rythme secret de mon vieux cœur. En 2025, à l'âge de 82 ans, j'ai enfin accepté de parler dans un grand journal, puis dans un livre que personne n'attendait. J'y ai tout dit, sans haine, mais sans ménager personne non plus. J'ai raconté comment Laetitia, ces dernières années, avait peu à peu effacé les anciens amis, les enfants aînés, jusqu'à la mémoire même de ceux qui avaient compté avant elle. J'ai raconté comment Johnny, dans ces derniers mois, me téléphonait en cachette pour me supplier de venir, puis raccrochait en entendant du bruit dans le couloir. J'ai raconté leur dernier Noël, où il m'avait fait livrer en secret un petit paquet contenant la montre qu'il portait le soir de notre première nuit, avec un mot tremblant « Garde l'heure pour moi ». J'ai parlé de leur amour aussi, parce qu'il était réel, même s'il était devenu une cage dorée. J'ai dit qu'elle l'avait sauvé de la déchéance totale, qu'elle lui avait offert les seules années de calme qu'il ait jamais connues, mais qu'elle avait payé ce calme au prix de son âme. Je n'ai pas voulu la détruire, j'ai voulu la comprendre,
et peut-être lui rendre un peu de l'humanité qu'on lui refuse. Aujourd'hui, je sais qu'elle a rencontré quelqu'un, un homme plus jeune, discret, qui semble la rendre sereine. Je lui souhaite d'être heureuse, sincèrement. L'amour de Johnny a été si brûlant qu'il a consumé tous ceux qui l'ont approché. Elle a le droit, enfin, de vivre à température humaine. Quant à moi, je continue de marcher dans Paris, lentement, en pensant à lui à chaque coin de rue. Je sais qu'il est quelque part, peut-être en train de répéter son concert secret dans une salle vide, et qu'un jour, quand mon heure viendra, il m'attendra à l'entrée des artistes avec son sourire de gamin pour me dire simplement « Entre, ma grande, c'est pour nous maintenant ».